Les Premières Nations et les paliers de gouvernement. Les paliers de gouvernement, c'est pas une chose facile pour cette minorité. Premièrement, le pouvoir qui est arrivé en premier, qui a imposé, c'est le pouvoir du Canada. Mais à l'époque, c'était vraiment les Britanniques. Puis par la suite, ça a été les néo-britanniques. C'est un peuple, puis une organisation qui, en apparence, est bien inclusive, mais qui est totalement autoritaire, puis qui impose des manières de procéder, puis qui discrédite les autres manières, tout en faisant comme si elle les acceptait. Puis s'il y a trop d'opposition, ben c'est pas très long, mon chum. On va éradiquer ça, puis on va effacer de l'histoire, puis du contexte cet adversaire ou cette réalité qui n'est pas compatible avec notre vision de l'expansionnisme, puis la manière dont ça devrait fonctionner partout sur la planète. On est quand même dans l'Empire britannique, là. Ils ont imposé beaucoup de choses. On vit donc sous la tutelle de ça, puis sous l'influence, puis avec tous les défauts que ça comporte. Puis en plus de ça, c'est encore présent au Canada, avec la gouverneure générale. C'est malheureux. Dernièrement, Radio-Canada a proposé, et si le nouveau gouverneur général serait un Autochtone, un membre des Premières Nations, qui va s'habiller en clown pour aller jouer la game du représentant de la reine, l'oppresseur numéro 1, en espérant charmer une personne pour laquelle son image personnelle va être plus importante que l'image de la nation et de toute l'histoire qui a été vécue à cause de l'Angleterre. Non, la Grande-Bretagne, les Britanniques. Donc c'est totalement absurde de dire ça. Mais tu vois là où est le problème de cette pseudo-inclusion-là du néocolonisateur qui va te charmer pour t'induire en erreur puis t'amener encore plus profondément dans ta perte d'identité puis dans ta perte de fonction puis de rôle traditionnel. Donc ça, c'est le rapport qu'il y a avec le Canada. Il y a beaucoup de Premières Nations qui se sentent proches du Canada à cause du régime des conseils de bande. C'est pas mal eux autres qui peuvent même te mettre en tutelle. C'est le régime de la loi des Indiens. Puis on pense qu'ils ont beaucoup de liberté, là, mais non. C'est la bureaucratie. On pourrait dire que c'est le colonialisme bureaucratique. Maintenant, ils sont enclavés dans des papiers, des formulaires, puis des obligations, puis ça n'a pas de fin. Toute l'énergie, tout l'argent qu'ils ont, en grosse partie en administration, ça va gérer ces programmes-là, puis ça laisse peu de temps puis d'espace pour le reste. Donc ça, c'est le rapport avec le Canada. C'est sûr que les organisations de chefs de bande, de chefs de conseil, ils ont quand même intérêt à avoir cet argent-là. Donc avant de quitter cet argent-là, qui représente la liberté qu'ils ont, le peu qu'ils ont, c'est pas facile, ça. D'un autre côté, tu as les gens qui se sentent pas concernés par les conseils de bande tant que ça, mais qui vont les vivre malgré tout, en dépit. Ils vont se les faire imposer parfois parce que ça fonctionne comme ça dans le régime des Indiens. Donc, tu ne peux pas vivre sous un autre conseil qui va être plus traditionnel à l'extérieur de ça, puis avoir tes propres budgets alloués d'une manière indépendante. Non, ça, c'est pas possible. Donc, c'est la primauté, excusez-moi, c'est la primauté du régime colonial dans la gestion à l'interne des nations. Par rapport au Québec, présentement, il y a la CAQ qui est là, qui dit non, il n'y a pas eu de racisme systémique, puis à cause de plusieurs mesures, mais c'est l'héritage de la manière dont le gouvernement du Québec a procédé et procède depuis des décennies avec les Premières Nations. C'est de ne pas avouer, de ne pas vouloir signer des lettres d'intention, puis mettre de l'avant des processus de changement sur le long terme, parce qu'on préfère rester dans le flou, dans un entre-deux, un statu quo qui permet d'avoir des tables de discussion qui durent 25 ans, depuis 25 ans, depuis 50 ans, puis qui n'ont pas mené à grand-chose finalement. Donc, présentement, la relation que les Premières Nations ont envers le Québec, ils ne se sentent pas vraiment des citoyens du Québec. Ils ne se sentent pas nécessairement plus des citoyens du Canada. Par contre, ils ont une forme de reconnaissance, puis même si ce respect-là, c'est pervers, c'est totalement tordu, c'est comme vraiment un syndrome de la personne qui va te coloniser, à quel point, à un moment donné, tu vas protéger cette personne-là puis son système parce qu'il va t'avoir fait comprendre ou croire que
tout dépend de lui, puis que sans lui, t'es rien. C'est tellement tordu comme stratégie, finalement, la colonisation, même encore de nos jours. Québec, quand même, a aussi une tradition de bonne entente avec l'abbé James, puis avec les ententes qu'il peut y avoir eu, puis le désir de conciliation qui est là quand même. Là. C'est pas du racisme pur et dur à 100%, puis que t'as pas de droit, puis que il y a le Ku Klux Klan là-dedans. Non, c'est pas cette violence-là. C'est souvent de la maladresse, puis c'est souvent aussi on règle pas la chose, fait qu'on n'est pas obligé de payer tout de suite, puis on peut squatter chez l'autre. Regarde, ils sont pas très agressifs, fait que si on étire ça un peu, on va faire durer patente, puis regarde, c'est comme ça que ça se passe depuis un bout de temps. Pourquoi est-ce qu'on changerait ça en tant que gouvernement? Les autres vont nous le reprocher, puis tout le monde autour nous dit, regarde, les Autochtones, là, mon chum, va pas trop loin dans ce que tu dis, puis dans ce que tu promets, c'est pas nécessaire, et ils font pas grand-chose, puis ça peut durer de même. Donc, vous voyez que il y a les deux côtés. Puis le souci qui est véritable, là, il y a une mouvance au Québec, dans le gouvernement, qui veut aider les Premières Nations, mais ils le font quand même dans l'optique de néocolonialisme. Ils vont respecter les définitions, ils vont être dans les préjugés qui circulent, la loi des Indiens, puis l'ensemble de la réalité administrative au Québec. Donc, il est temps qu'il y ait un Parti autochtone du Québec pour établir un rapport avec le gouvernement qui soit d'une autre dimension, d'une autre sphère. Et à l'intérieur de ça, ça va être une représentation des gens qui sont dans les conseils de bande qui veulent venir, des gens qui sont des pouvoirs traditionnels qui vont vouloir s'impliquer, et aussi des Autochtones en processus de reconnaissance, puis des Inuits, puis des membres des Premières Nations qui sont intéressés par l'idée que, oui, ce serait le fun que ça soit plus agréable, puis qu'on sente qu'on est inclus dans le projet de société du territoire québécois, qui peuvent participer d'une manière active puis inclusive en disant leurs mots, en ayant leur propre parti politique, en ayant leur propre parlement. Ne pas diviser le Québec, mais plutôt le multiplier, ajouter une dimension nouvelle qui est intégrée, qui permet une cohésion puis une co-gestion du territoire, puis qui est d'aucune manière une scission de territoire. Ça demeure des territoires qui sont liés, mais qui doivent co-gérer ensemble, qui doivent obtenir des consensus, puis que ça soit assumé à 100%, puis qu'on donne aux Premières Nations, aux Inuits et aux Autochtones, plus largement, un véritable pouvoir, puis une véritable place aux commandes, puis que ce qui est considéré essentiel à leurs yeux, que ça intervienne dans le processus d'action, pas seulement dans les délibérations, puis que ce soit des beaux rapports sur des tablettes ou des belles intentions de début d'année. Donc, tout ça est dit. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir. Bye.